Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Philippe Gautret, qui est spécialiste en maladies infectieuses et qui s'occupe en particulier de la médecine des voyages ici sur l'IHU et qui a une expérience unique, vous allez le voir, sur les regroupements de population et les risques sanitaires et en particulier infectieux qui y sont afférents. Et donc Philippe a accepté gentiment de nous présenter à la fois l'état de la science actuelle et puis ses propres recherches. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'ai pas l'habitude de venir le vendredi parce que j'ai un déjeuner rituel avec ma mère tous les vendredis midi. Alors, elle a 91 ans, donc aujourd'hui je ne serai pas avec elle, je suis avec vous. Donc j'ai pas l'habitude de la façon dont ça se passe. J'ai vu les titres des affiches. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être simple et que vous allez tout comprendre et que vous ne sortirez pas avec, vous n'allez pas sortir avec l'impression d'être idiot. Ce qui va peut-être changer de certaines fois. Voilà. Alors, donc, le sujet, c'est les risques infectieux au cours des grands rassemblements. C'est de ça dont je suis censé vous parler. Et je crois que la première chose, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un grand rassemblement ? Alors, il y a des gens qui ont essayé de définir ça de manière numérique. C'est-à-dire, certains disent, eh ben, c'est plus de 10 000 personnes. D'autres disent, non, c'est pas assez, c'est au moins 100 000. Et il y a plein de publications comme ça, où chacun essaye de proposer une définition du grand rassemblement sur la base de chiffres. Je ne pense pas que ce soit pertinent. Et il y a une définition qui a été proposée par l'OMS et que je trouve bien. Ce n'est pas habituel que je dise du bien de l'OMS, parce que généralement je considère que c'est un troupeau d'abrutis qui ne fait pas avancer la science. J'espère qu'il n'y a personne de l'OMS ici. Mais la manière dont ils voient les choses est pas mal parce qu'ils disent c'est une concentration de personnes à un endroit, à un moment, pour une raison donnée, mais surtout qui a des conséquences médicales, c'est-à-dire que ce grand rassemblement va, comment on peut dire ça, challenger, c'est pas très français, va remettre en question, va poser des problèmes pour l'organisation sanitaire, tant en termes de planification que de réponse en cas d'épidémie, en cas de problème de santé. Ce qui fait que, finalement, dans cette définition, la taille ne compte pas, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les gens qui se posent des questions sur leur anatomie, et pour ceux qui s'intéressent à la définition des grands rassemblements. Donc voilà pour situer ce qu'est le grand rassemblement. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça soit un peu plus parlant, un peu plus concret. Donc voilà des grands rassemblements qu'on trouve classiquement dans les papiers sur le sujet. C'est les grands événements sportifs internationaux où vous avez quelques chiffres. Rio 2016, 7,5 millions participants. Voilà, sur 15 jours. La FIFA, un peu moins, 3,4 millions, mais sur une période plus étendue. La coupe de foot qu'on appelle l'Euro, que je ne connais pas du tout, je ne m'intéresse pas vraiment au sport, 2,4 millions de participants. Bon, voilà des exemples classiques, vous verrez plein de littérature là-dessus, sur les risques potentiels, avec des titres assez alarmistes, concernant les maladies qui peuvent arriver dans ce contexte-là, et il faut bien reconnaître qu'il ne se passe quasiment jamais rien. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a quelques cas de grippe, quelques cas de rougeole, quelques bricoles, mais en pratique, c'est surtout des papiers de gens qui font de la santé publique et qui font des sortes de prédictions en disant voilà ce qui pourrait arriver de terrible et voilà comment il faut l'éviter. Et comme ça n'arrive pas, après ils publient en disant on a tout fait pour éviter, on a réussi, c'est pas arrivé. Bon, après il y a des événements à caractère culturel, on va dire, et c'est des rassemblements un peu moins spectaculaires en termes de nombre, mais vous avez par exemple le festival de Coachella, 250 000 personnes en Californie, sur une période plus courte, sur 4 jours, le fameux festival de Glastonbury. Tiens, qui y a participé ? Qui est allé à Glastonbury ? Un, c'est déjà pas mal. Et à Coachella, quelqu'un est allé ? Non. Et le Ziget, il y en a qui... Oui, 1, 2, 3, 4, ok. Donc 450 000, dans un endroit que je ne connais pas, une île, paraît-il, en Hongrie. Ouais, ok. Voilà, c'est le genre d'événement où il y a moins de gens, mais compte tenu de l'endroit où ça se passe, s'il y a un problème de santé qui affecte une grande partie des participants, ça peut être problématique.
évidemment, on pense au grand pèlerinage. Le Kumbh Mela, alors les chiffres, il n'y en a pas. J'ai mis 30 à 100 millions parce qu'en fait, j'en sais rien. Et je crois que personne ne sait combien de pèlerins participent au Kumbh Mela chaque année. Il n'y a pas de, personne ne les compte. Alors les Indiens publient comme ça, ils disent à la louche, on était 100 millions. Bon, peut-être. Lourdes à côté est franchement ridicule. 250 000 pèlerins catholiques seulement pendant 5 jours. Bon, c'est pas mal, mais en termes numériques, c'est pas non plus extrêmement spectaculaire. Et alors, le Karbala, dont personne parle parce que tout le monde se fout des Irakiens, eh ben, 17 millions de pèlerins quand même. Ouais. Qui connaissait le pèlerinage à Karbala dans la salle? Personne, d'accord. Qui connaît le Hajj, le pèlerinage à la Mecque? Ouais, tout le monde, ok. Bon, et bien pourtant, ils sont beaucoup plus nombreux. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Je ne sais pas. Géopolitique, religion, je ne sais pas trop. On peut aussi parler des événements politiques. Bon, la Gay Pride, par exemple, à São Paulo, au Brésil, 3 millions quand même. L'élection de Barack Obama, 1,8 million en 2009, et Donald Trump, 250 000 seulement. Voilà. C'est pas que j'aime pas Donald Trump, mais bon, je comprends qu'il y ait plus de monde pour l'élection d'Obama. Et puis il y a certains présidents, quand ils s'en vont, tout le monde est content aussi. Vous voyez, 5 millions pour fêter le départ de Moubarak en Égypte. C'est pas mal, hein? Voilà. Bon, et puis il y a des événements qui ne sont pas des grands rassemblements, à l'évidence, et qui ne devraient pas poser de problème de santé publique. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut intéresser les médecins ou les gens qui s'intéressent à la santé? Eh bien, il peut y avoir des accidents, des traumas, bien sûr. On a toujours la crainte d'un attentat, quels qu'en soient les moyens. C'est arrivé de temps en temps, il y a eu des prises d'otages aux Jeux Olympiques. On peut se poser la problématique des effets environnementaux, comme par exemple la chaleur ou les grands froids, des choses de ce genre-là. Et puis évidemment, un risque accru d'infection, et c'est de ça dont je vais essayer de vous parler en termes simples. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est celui du Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Et même s'il y a une dizaine de personnes qui connaissent, je vais expliquer un petit peu ce que c'est pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas. D'abord, il faut voir ce pèlerinage comme un événement international. Vous voyez là sur des chiffres de 2007, les Saoudiens les ont comptés un par un et ont regardé d'où ils venaient. 75% des pèlerins cette année-là venaient de l'extérieur du pays. Et sur ceux qui étaient dans le pays, finalement, il n'y avait que 9% de Saoudiens d'origine, c'est-à-dire des gens nés dans le pays, et puis 16% de migrants installés en Arabie Saoudite, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de migrants. C'est un petit pays, il n'y a pas grand monde, et il n'y a pas beaucoup de Saoudiens qui travaillent, et ils font comme nous, ils font venir des travailleurs immigrés pour faire le boulot et pour faire tourner le pays. Et puis il y avait donc 3/4 des pèlerins qui venaient d'ailleurs, qui venaient de l'étranger. D'où est-ce qu'ils viennent, ces pèlerins internationaux? Ils viennent avant tout d'Asie. C'est peut-être pas le premier pays auquel on penserait pour le Hajj, mais pourtant, 60% des pèlerins viennent d'Asie. Et vous avez là les grands pays pourvoyeurs de pèlerins. C'est les grands pays asiatiques musulmans, Indonésie, Pakistan, Inde, qui est en partie musulman, en partie hindou, et le Bangladesh, qui est un peu comme l'Inde. Après, plus attendu, il y a les pays arabes, mais pas plus de 24%, avec l'Égypte en premier, l'Iran, Turquie et puis l'Afrique du Nord. Après, on a les Africains d'Afrique subsaharienne. Le principal pays qui envoie des pèlerins, c'est le Nigeria, suivi du Soudan, Éthiopie, Mali. Et puis, il y a un petit contingent de moins de 5% de pèlerins en provenance d'Europe. En Europe, il y a quelques pays musulmans, pas beaucoup, mais il y a surtout beaucoup de musulmans qui viennent d'ailleurs et qui sont installés en Europe. Et enfin, il y a quelques Américains, quelques Australiens. Les Européens, les pays qui en envoient le plus, c'est le Royaume-Uni en premier, avec la France pas loin derrière. Il y a les Russes aussi, qui ont pas mal de musulmans, l'Allemagne et les Pays-Bas.
Alors, on va parler un petit peu des moyens de transport, la manière dont on va en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage. Donc ça, c'était autrefois, évidemment, ça ne se fait plus trop. Donc vous voyez que les derniers chiffres montrent que la majorité des gens viennent en avion, donc c'est vraiment des voyages internationaux de courte durée. Une petite partie vient du Moyen-Orient avec des bus, des cars, des machins comme ça, un peu en bateau en traversant la mer Rouge. Et je n'ai pas de chiffres sur ceux qui viennent à d'autres dromadaires, il n'y en a pas dans ces données-là. Ça m'embête, j'aurais bien aimé le mettre. Mais... Alors, en termes de taille, de nombre de pèlerins, les données de 2018, c'est un peu plus de 2 300 000 pèlerins à la Mecque et autour pendant la période du pèlerinage. En gros, ça se passe autour de la Mecque. Donc, vous avez Jeddah qui est l'aéroport international, et puis à environ 70 km, il y a la Mecque, qui est la ville sainte. Une bonne partie du pèlerinage se passe dans la ville sainte, mais il y a aussi des extensions à d'autres endroits dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour, notamment Mina, Arafat et Muzdalifa. Et puis, classiquement, même si ça ne fait pas partie du pèlerinage, l'immense majorité des pèlerins vont à Médine, parce que c'est la ville de naissance du prophète, je crois. En tout cas, il y a son tombeau qui est là-bas, il y a une deuxième grande mosquée que tout le monde visite pour cette occasion. Un ou deux éléments d'importance médicale, on va dire, pour les infections, c'est que, bon là, vous voyez sur la gauche la grande mosquée, et puis le petit cube noir au milieu qui a agrandi, là, c'est la Kaaba, et donc l'un des rituels consiste à tourner autour de la Kaaba. Il faut tourner 7 fois, le plus près possible, parce qu'il y a ce truc dans le coin, là, qui est un morceau de météorite, paraît-il, et c'est bien d'arriver à toucher ça en tournant, c'est-à-dire qu'on tourne autour et avec la main, toc, on touche le truc, là ça porte bonheur. Évidemment, tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il y a trop de monde, alors les gens tournent autour à l'intérieur de la mosquée, puis ceux qui ne peuvent pas rentrer, ils tournent autour de la mosquée. Et la densité de population près de la Kaaba, elle est de l'ordre de 6 à 8 personnes pour 1 mètre carré. Donc vous tracez 1 mètre carré par terre et vous essayez de vous coller à 8 dedans. Vous aurez une idée des potentiels de transmission de maladies interhumaines. Évidemment, ça bouge, puisque tout le monde tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en essayant de ne pas tomber, parce que si on tombe, c'est mort. Voilà, un autre temps du pèlerinage où il y a des risques de transmission de maladies infectieuses, c'est le camp de toile de Mina. Vous voyez comment c'est organisé, c'est un camp de toile temporaire qui est monté pour la période du Hadj, avec de grandes tentes climatisées comme ça, qui peuvent contenir, ça dépend lesquelles, mais entre 50 et 100 pèlerins par tente. Généralement, il y a les tentes des hommes, les tentes des femmes, et puis c'est réparti par quartier en fonction des pays d'origine, des nationalités. Et il y a cet immense campement où on dort de manière relativement collective. À la Mecque, l'hébergement se fait dans des grands hôtels saoudiens, des hôtels assez luxueux. On va parler de maladies, parce qu'on est là pour ça. Donc, un peu d'histoire. Autrefois, le problème du pèlerinage à la Mecque, c'était le problème du choléra. Vous voyez des articles du Lancet, publiés en 1865, qui déjà décrivent le problème des épidémies de choléra à la Mecque et le risque sanitaire international avec les dangers représentés par les pèlerins à cette époque, du point de vue des Européens, qui voyaient dans les mouvements de population des pèlerins au retour de la Mecque un grand risque pour l'Europe, et il y avait des systèmes de quarantaine et des mesures quand même pas mal chargées d'ostracisme à l'égard des musulmans, qui étaient vraiment vus comme des dangers potentiels. Donc si on lit les écrits de l'époque, les écrits des médecins, il y a une tonalité qui est quand même, je ne dirais pas raciste, mais enfin assez ségrégationniste quand même. Alors les choses ont évolué, vous voyez le nombre de morts estimés à cette époque-là, 15 000, 18 000, 5 000 un peu plus tard, ça représentait quand même 5% de l'ensemble des pèlerins, donc c'était quand même des trucs qui décanillaient pas mal. Et puis les conditions sanitaires ont évolué avec la modernité,
Et maintenant, le choléra au Hadj, c'est quelque chose d'anecdotique. La dernière petite épidémie recensée, c'était en 2011, avec 150 cas et pas de décès, dans un camp en provenance du Niger, où quelqu'un sans doute avait le choléra et ça s'est transmis de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bon, il n'y a plus de choléra au Hadj, même si on surveille au cas où. Parce qu'il y a quand même des pays endémiques pour le choléra, comme le Yémen par exemple, qui envoient des pèlerins. Donc il y a une inquiétude potentielle et on surveille. Mais les problèmes de diarrhée ne sont plus vraiment au premier plan. Vous voyez par exemple, si on prend la deuxième étude qui montre les causes de consultation, d'hospitalisation dans les hôpitaux saoudiens, dans la fin des années 80, la cause principale de consultation, c'était les gastro-entérites. 77% des malades présentaient des gastro-entérites. Dans les années 2000, ça a largement chuté à 12%, les gastro-entérites étant peu fréquentes. Donc vous voyez qu'il y a une inversion quand même du profil de pathologie au cours du temps. Et si on estime la prévalence, donc ça c'est ce dont je vous ai parlé avant, c'est des pourcentages de malades. Donc ce n'est pas une prévalence dans la population, c'est la proportion parmi tous les malades qui présentent une pathologie. Si maintenant on regarde la proportion de tous les pèlerins qui présentent une pathologie, on voit que les diarrhées, c'est de l'ordre de 2%. Ce qui n'est pas beaucoup. Pour mémoire, si on prend un troupeau de touristes français qui va au Sénégal, à Sali, le taux d'attaque des diarrhées, c'est 40%. Donc vous voyez qu'à côté, le taux d'attaque des diarrhées pendant le pèlerinage, c'est un peu ridicule. Bon, ça peut être un peu plus fréquent, mais globalement, c'est de l'ordre de 2%. Je vais vous montrer quelques éléments d'une étude qu'on a publiée l'année dernière sur les pèlerins au départ de Marseille. Alors, on en a fait plein d'études, mais je ne vais pas vous assommer avec ça, je vais vous en montrer quelques-unes à titre d'exemple. Donc celle-là, on l'a fait avec le BioFire, qui n'est pas vraiment fait pour faire de l'épidémio, parce qu'il faut passer les prélèvements un par un. C'est pas super pratique, mais bon, néanmoins, on l'a fait. Et vous voyez un peu les pathogènes qu'on retrouve. Bon, cette année-là, chez les pèlerins français, il y avait un taux d'attaque de 14% de diarrhée. Et vous voyez que les seules choses qu'on retrouve un petit peu en termes de virus, c'est un peu de neurovirus, mais pas beaucoup. C'est franchement des petits pourcentages, c'est de l'ordre de 2%. C'est pas significatif du tout. Par contre, si on regarde les bactéries, c'est pas exactement la même histoire. Vous voyez qu'on a une acquisition d'Escherichia coli entéropathogènes de l'ordre de 30%. Si on compare les portages au départ, qui déjà sont relativement élevés, probablement parce que la population est principalement originaire d'Afrique du Nord, mais si on compare entre le départ, où on a des taux par exemple, si vous regardez l'EPEC en bleu, on est à 15%, alors qu'au retour, on est à 35%. Donc il y a quand même une acquisition significative de pathogènes. Faire le lien avec les diarrhées est un peu hasardeux. Ce sont deux phénomènes qu'on voit en parallèle. Il y a un pourcentage de diarrhée, il y a un taux d'acquisition de pathogènes. On ne peut pas nécessairement conclure que les pathogènes que l'on voit là sont nécessairement responsables des diarrhées. D'autant qu'il y a beaucoup de porteurs sains, puisque vous voyez qu'on a des prévalences de 30% de portage, alors qu'on n'a que 14% de malades. Bon, un mot aussi d'histoire pour les méningites, parce que les méningites et le Hadj, c'est une vieille histoire. Vous savez que le vaccin est obligatoire, c'est parce que dans les années 87, il y a eu une épidémie de méningo-A qui a été rapportée en Arabie Saoudite. Et donc, du coup, ça a déclenché des mesures internationales de vaccination obligatoire des pèlerins avec la valence A avant de partir. Ça a bien marché, mais quelques années plus tard, il y a eu une nouvelle épidémie, et cette fois, il n'y avait pas de A, puisqu'ils étaient vaccinés, mais il y avait du W135. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le vaccin obligatoire est le tétravalent, ACYW135, qui permet d'éviter ce type d'épidémie, a priori, mais quand on fait du screening de portage chez les pèlerins, on se rend compte qu'on trouve, certes, avec des prévalences faibles, mais néanmoins présents, du MenB et également des sérotypes X
Alors le B, éventuellement on a un vaccin, on pourrait imaginer, si les taux de prévalence commencent à monter un peu trop, de proposer la vaccination B pour les pèlerins avant de partir. Mais le X, c'est mort, il n'y a pas de vaccin contre les sérotypes X. Donc si jamais il y avait une épidémie de X, je crois qu'on serait un petit peu embêté. Bon, on va parler maintenant du problème des infections respiratoires dans le contexte du pèlerinage, parce que ça fait peur à tout le monde et puis ça fait pas mal de gros titres. Donc je vais vous présenter quelques éléments là-dessus. On reprend les chiffres d'hospitalisation. Vous voyez que dans les années 80, les pneumonies représentaient 8% des causes d'admission dans les hôpitaux saoudiens, alors que dans les années 2000, on monte à 28%. Et si on regarde ce qui se passe dans les unités de soins intensifs, eh ben, la pneumonie représente pratiquement 70% des causes d'admission dans les soins intensifs. Donc, de l'époque des diarrhées, on est passé à l'époque des infections respiratoires et pour ce qui est des hôpitaux, des pneumonies. Si on regarde les causes de consultation, non plus dans les hôpitaux, mais dans des centres de santé primaire, eh bien, les infections respiratoires représentent environ 60% des causes d'admission, ce qui est énorme. Et si on regarde maintenant la prévalence dans des cohortes, donc pour avoir une idée du taux d'attaque des infections chez les pèlerins, vous voyez des résultats par exemple d'une étude iranienne avec un nombre impressionnant de participants, de 75 000, et 70% des pèlerins iraniens dans cette cohorte étaient malades, enfin présentaient de la toux. Chez ceux de Malaisie, 92%, et les Français de Marseille, 81%. Bon, je vais vous présenter maintenant quelques-uns des résultats sur ce qu'on fait à Marseille, sur les pèlerins. Quelques éléments de surveillance syndromique, c'est-à-dire de la clinique, des choses obtenues par des questionnaires avec des interrogatoires. D'abord, à quoi ressemblent les pèlerins de Marseille? Un tiers est de nationalité française, le reste sont des gens de nationalité d'Afrique du Nord, et quant à l'origine, quelle que soit la nationalité, eh bien 90% de nos pèlerins de Marseille sont des Nord-Africains en pratique. Mais des Nord-Africains qui sont installés là à Marseille depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. C'est des vieux migrants venus à l'époque où on avait besoin de main-d'œuvre et qui ont fait leur vie en France, qui ont vécu dans les foyers pour travailleurs immigrés, qui parfois ont fait venir leurs femmes ensuite, et ont fait des enfants par la suite. Voilà. Et donc ces pèlerins, ils sont vieux, ils ont un âge médian de 61 ans, avec 35% d'entre eux qui ont plus de 64 ans. Donc c'est du vieux pèlerin quand même. Et puis en termes de statut socio-économique, c'est particulier aussi. Si on prend les jeunes pèlerins de moins de 65 ans en âge de travailler, eh bien il y a 80% de taux de chômage, ce qui est quand même assez significatif. Si on regarde les diplômes que ces pèlerins ont obtenus, on en a 13% qui ont le bac ou plus, ce qui n'est pas représentatif de la population française. Et si on regarde s'ils ont des allocations logement, eh bien 47% ont des allocations logement. Donc, en gros, ils sont au chômage, ils n'ont pas des diplômes très élevés, et puis ils sont pauvres. Et en plus, ils sont malades. Il y en a 43% qui sont en affection longue durée, pour diabète ou hypertension, maladie respiratoire chronique un peu. Et puis, rappelez-vous des images pour tourner autour de la Kaaba. 26% ont des difficultés à marcher, ce qui ne rend pas les choses faciles pour faire le pèlerinage. Ils sont un peu obèses aussi, enfin un peu en surpoids. Et puis, le taux de diabète chez les pèlerins français est 5 fois celui de la population française générale d'âge équivalent. Donc, ils sont diabétiques aussi. Ils ont des facteurs de risque, donc, vous l'avez compris. Si on regarde les facteurs de risque pour les formes compliquées d'H1N1, eh bien, on a pratiquement la moitié des pèlerins qui sont à risque de formes graves. Et si on regarde la même chose sur les risques de MERS sévères, eh bien c'est pareil, la moitié d'entre eux, bien que partant quand même, est à risque de faire des formes sévères de ces infections respiratoires.
Quant à leur statut vaccinal, il n'est pas terrible. Vous voyez par exemple pour la grippe, environ 27% des pèlerins qui partaient lorsqu'on a fait cette étude, étaient vaccinés. Alors ça, je vous l'ai mis, non pas que ça soit un article majeur, c'est un petit papier merdique qu'on a publié dans le JITM en 2007, mais c'est un collecteur. C'est le premier papier que les équipes de Marseille ont publié sur le pèlerinage à la Mecque. C'est le premier d'une série qui est à 65 aujourd'hui. Et je vous l'ai mis juste pour ça, pour que vous ayez vu un collecteur une fois dans votre vie. Alors, la vaccination contre les pneumonies, c'est désastreux. Vous voyez que, quel que soit l'âge, les facteurs de risque, les indications pour le vaccin, on est au mieux à 3% de la population de pèlerins qui est vaccinée avant de partir. Alors, quand ils viennent au centre de vaccination, on les rattrape, on fait les vaccins qui manquent. Mais si on regarde leur statut, de leur couverture vaccinale avant le départ, c'est quand même assez catastrophique. Quant aux autres mesures de prévention, l'usage fréquent du masque facial, il ne représente que 40%, et encore c'est beaucoup par rapport à d'autres pays. Le lavage des mains est relativement bien fait parce que ça rentre bien dans le cadre des rituels où il faut de toute façon pratiquer les ablutions fréquemment, même s'il n'y a pas de savon. L'usage de désinfectants pour les mains, c'est pas mal aussi, 77%, les mouchoirs jetables aussi. Bon, alors en termes de symptômes, vous voyez que là, sur les études sur les cohortes françaises, on a 80% quand même des gens qui toussent, et les symptômes sont associés à des symptômes ORL, mal de gorge, etc., qui suggèrent qu'il s'agit d'infections des voies respiratoires inférieures. Ça arrive principalement dès la première semaine après l'arrivée dans le pays, pour ce qui est du début des symptômes, et surtout, ça persiste au retour en France. Le séjour moyen dure entre 3 et 4 semaines. Les rituels, c'est une semaine seulement, mais les pèlerins prennent le temps de visiter le pays, de rester. Donc, au bout de 4 semaines, on a encore 50% des pèlerins qui sont symptomatiques au retour, avec éventuellement un risque de transmission. Donc, ce sont des taux quand même relativement prolongés. Ça démarre rapidement, mais ça dure longtemps. Donc, après cette phase de surveillance syndromique, on a commencé à faire un peu d'études pour voir quels étaient les portages de pathogènes, avec un schéma qui est devenu classique maintenant. On fait des questionnaires avant, après. On fait un prélèvement systématique d'une cohorte avant, après. Et puis, éventuellement, on fait un suivi avec un médecin musulman qui part avec le groupe et qui suit le groupe pendant tout le séjour. C'est la manière dont on travaille. Je vous montre quelques résultats d'une étude à titre d'exemple. Pareil avec le BioFire, donc qui montre essentiellement les résultats de portage de virus respiratoires parce qu'il est fait pour ça, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de bactéries dans le BioFire. Vous voyez que le portage de virus, tout compris, il est inférieur à 5% avant de partir, chez les gens qui sont à Marseille. Et au retour, on est à 50% de portage, donc c'est multiplié par 10, avec essentiellement du portage de rhinovirus et de corona, pas du MERS, de corona en particulier le 229. Donc évidemment, une acquisition de virus considérable pendant la durée du séjour. Et si on regarde maintenant le taux de portage de virus au moment du début des symptômes, quand on les prélève pendant le voyage, au moment où ils commencent à être malades, on a 96% des pèlerins qui toussent, qui sont positifs pour au moins un virus. Et là, on retrouve les mêmes du rhino, du corona 229 et un peu les autres corona, et aussi la grippe, qu'on retrouve peu chez les pèlerins qui reviennent, parce que le portage n'est pas prolongé, mais qu'on retrouve de manière significative chez les pèlerins prélevés au moment où ils sont malades. Le problème, c'est que on a regardé le temps de portage des virus, même si la toux persiste, le portage viral, il ne dure pas longtemps. Vous voyez que la proportion des prélèvements qui sont négatifs au retour chez les gens qui étaient positifs au moment des symptômes, il y a une clearance virale qui est énorme. Les rhinovirus, 70% de ceux qui en avaient au moment de la maladie n'en ont plus au retour. Pareil pour les coronavirus, 71% ont nettoyé leur portage de corona, et 100% de ceux qui étaient malades de la grippe
non plus de portage de grippe au retour. Donc le schéma qu'on utilise de tester avant-après, il n'est pas forcément très performant pour voir quels sont les pathogènes responsables des symptômes. Idéalement, il faudrait prélever au moment des symptômes, mais d'un point de vue logistique, ce n'est pas facile. Et puis le problème, c'est que les prélèvements, il faut les garder à température ambiante pour les techniquer après, ce n'est pas l'idéal. Ça, c'est pour vous montrer que ce n'est pas uniquement les pèlerins de Marseille qui ont ce genre de problème. On a mené, ça fait quelques années déjà, une étude multinationale avec l'aide des Saoudiens. Donc on prélevait des pèlerins à l'arrivée, immédiatement à l'arrivée en Arabie Saoudite, et puis après le pèlerinage à la Mecque, quelques jours avant leur retour au pays d'origine. Et on a inclus, vous voyez, des gens d'un certain nombre de pays qui envoient des pèlerins. On les a testés pour un panel de virus et de bactéries, cette fois respiratoires, qui sont listés là, avec le même schéma, donc avant-après, sauf que c'était avant le Hadj, après le Hadj, plutôt qu'avant le voyage, après le voyage. Et vous voyez là, à gauche, le portage. Donc quand c'est blanc, c'est qu'il n'y a pas de... Quand c'est vert, c'est qu'il n'y a pas de pathogène. Et puis quand c'est blanc et coloré, c'est qu'il y en a plus. Et vous voyez que du vert-blanc, on passe pour certains pathogènes à de la couleur, ce qui veut dire que de la même manière, on a une acquisition significative de rhinovirus, quelles que soient les nationalités, également de pneumocoques, de manière significative, de Klebsiella, d'Hémophilus et de Staph doré. Il y a un certain nombre des pathogènes que l'on a testés dans ces grandes cohortes qui n'ont jamais été identifiés, et donc je vous les ai listés là, et a priori, ils ne sont pas responsables des symptômes, et notamment le MERS, on l'a testé, retesté sur des cohortes françaises, des cohortes d'autres pays, et on n'en a jamais trouvé. On n'a jamais trouvé, en faisant du screening systématique, de pèlerins qui revenaient avec un MERS, et tant mieux. Ce qu'on a trouvé un peu de temps en temps, qui probablement ne jouent pas un rôle majeur dans l'épidémie des infections respiratoires, ils sont listés là. Je vous ai mis en rouge la méningite parce que malgré la vaccination, vous voyez qu'il y a quand même des gens qui ramènent du portage de méningocoque à la maison. Ça, c'est parce qu'ils sont vaccinés avec des vaccins anciens, des vaccins polysaccharidiques, qui n'empêchent pas le portage. Ça empêche la maladie, mais pas le portage. Et donc ces gens reviennent à la maison en famille, avec du méningo dans le nez, et peuvent éventuellement le transmettre à l'entourage. Et puis il y a ceux qui sont présumés coupables, je n'ai pas mis guilty parce qu'on ne peut pas le prouver, ceux qui sont probablement responsables des symptômes, et il y en a 11, donc il y a les grippes, le rhino bien sûr, les 4 types de corona en dehors du MERS, et puis les 4 bactéries que j'ai citées précédemment, qu'on retrouve de manière fréquente chez les pèlerins. Si on s'intéresse un petit peu au type de schéma de transmission, vous voyez qu'il y a des pathogènes comme par exemple le virus de la grippe, cette année-là, qui n'ont été trouvés chez les arrivants que dans la population en provenance d'Indonésie. Il y avait des gens qui venaient de partout, mais les seuls qui arrivaient en Arabie Saoudite avec du virus, c'est ceux qui venaient d'Indonésie. Et par contre, si on regarde les cohortes testées avant, si on les regarde après le pèlerinage, vous voyez que ceux qui repartaient vers, par exemple, Bangladesh, Inde, Pakistan ou les pays d'Afrique, et puis l'Indonésie et la Malaisie, eh bien ceux-là avaient acquis des virus grippaux et repartaient avec dans leur pays d'origine. Donc, une seule entrée, mais plein de sorties. Et puis, il y a des virus qui, eux, circulent dans tous les sens et avec des prévalences beaucoup plus élevées. C'est le cas du rhinovirus. En gros, on en trouve chez tous les arrivants, on en trouve aussi chez tous les partants. La seule différence, c'est qu'en arrivant, ils ont des taux de l'ordre de moins de 10%, alors qu'au retour, on est de l'ordre de 30% à peu près de prévalence. Et puis, il y a le contraire. Il y a des pathogènes qui ne rentrent pas dans le pays, mais qui en sortent. Et c'est le cas, par exemple, du méningocoque, qu'on a trouvé chez aucun arrivant, mais les Égyptiens et les Indonésiens sont repartis avec. Donc une espèce de hub, comme ça, de plaque tournante, où les pathogènes arrivent avec les pèlerins, s'échangent entre pèlerins et circulent à travers le monde en revenant en avion pour éventuellement essaimer ensuite.
je reviens sur cette image qui montrait la prévalence des symptômes chez les pèlerins français. Vous voyez que malgré la présence de symptômes respiratoires hauts, qui a priori ne sont pas une indication à l'antibiothérapie, s'il n'y a pas de signe de gravité, malgré ça, plus de 50% des pèlerins ont consommé un antibiotique pendant leur séjour. Donc évidemment, on s'est posé la question de l'acquisition éventuelle de pathogènes résistants, et on a screené de la même manière qu'on fait du screening de pathogènes pour voir si on trouvait quelque chose. Eh bien oui, on trouve. Si on regarde par exemple les OXA51, qui sont donc des gènes codants pour des carbapénémases de Lomanie, vous voyez qu'avant de partir, les pèlerins français n'en ont pas, et au retour, 23% reviennent avec des gènes de carbapénémase dans le nez ou dans le pharynx. Dans le pharynx en l'occurrence. On a trouvé aussi quelques autres carbapénémases comme les OXA72, etc., mais avec moins de prévalence. Si on regarde les gènes pour les BLSE, eh bien c'est pareil. On a un peu de portage avant de partir, de l'ordre de 9%. Par contre, si on regarde ce qui se passe au retour, après avoir fait le pèlerinage, on a 33% de portage. Donc là aussi, une acquisition importante de gènes de résistance pour les BLSE, avec en plus une diversité qui est beaucoup plus importante au retour par rapport à l'aller. Donc plus de gènes et plus de gènes différents. Il y a des facteurs de risque pour ça. On s'est amusé à regarder ce qui pouvait favoriser ou protéger contre l'acquisition de ces gènes. En multivarié, on se rend compte que la dyspnée est un facteur de risque significatif, de même que la diarrhée, quelque chose de connu sur l'acquisition de pathogènes résistants, et que par contre, l'utilisation de macrolides apparaît protectrice, ce qui peut être intéressant sur le choix éventuel d'une antibiothérapie dans ce contexte. Bon, si on cherche des gènes de résistance à la colistine, on en trouve. Si on cherche des carbapénémases, non plus dans le pharynx, mais dans les selles, on en trouve, y compris quelques saloperies comme les NDM. Donc on peut aller à la pêche aux pathogènes résistants au Hadj, on a des chances de ramener quelque chose. Bon, tous ces éléments que j'ai survolés ont des conséquences pratiques, c'est pas juste pour le plaisir de faire de l'épidémio. Ça veut dire clairement qu'il faut vacciner contre la grippe, même si on n'a pas forcément le vaccin en France au moment du départ, qu'il faut vacciner contre le pneumocoque ceux qui en ont besoin. Il faut sans doute faire la promotion de l'utilisation du masque facial, même si c'est pas très évident dans ce contexte de le porter tout le temps, de le changer régulièrement, ça marche pas très bien. Il faut favoriser l'hygiène des mains, ça va bien avec le contexte culturel, on va dire. Et puis, il faut se poser la question de l'utilisation d'antibiotiques dans ce contexte. Ça ne me paraît pas licite que la moitié des patients prennent un antibiotique alors qu'ils ont des symptômes d'infection respiratoire haute. Et en tout cas, il ne faut surtout pas qu'ils prennent des bêta-lactams vu le taux de résistance potentiel qu'il y a vis-à-vis de cet antibiotique. Pour mémoire, le vaccin contre la méningite est obligatoire pour aller à la Mecque. Et puis, parce que c'est à la mode, il faut faire attention au théorique risque de MERS qui n'arrive jamais. Mais enfin, quand même, il faut éviter d'aller monter sur les chameaux pour la photo. C'est peut-être pas la peine de prendre trop de risques. Voilà, le prochain Hadj va arriver bientôt. C'est au mois d'août. Ils vont revenir après le 15 août pour les cliniciens, donc pour les gens du laboratoire aussi d'ailleurs. Donc soyez prêts, parce qu'il devrait y avoir du monde qui tousse. On va changer de sujet, je suis à peu près dans les temps, on va parler du Grand Magal. Ça va être plus simple parce qu'il y a moins de données. Donc, qui connaît le Grand Magal de Touba ici ? Ah, quand même, c'est pas mal. Bon, alors si je dis des bêtises, vous me le dites. Donc, le Grand Magal, c'est une commémoration qui se fait tous les ans et ça fête le départ en exil. Exil, c'est un euphémisme, de Cheikh Ahmadou Bamba, qui finalement s'est fait virer de son pays par les colons français de l'époque parce qu'ils l'ont considéré comme un agitateur politique et ils l'ont exilé dans un autre pays, je ne me rappelle plus lequel. Bon, il est revenu après et il a dit « on ne va pas fêter mon retour, on va fêter mon départ pour emmerder les Français » et il avait bien raison. Donc 4 à 5 millions de pèlerins du Sénégal et des pays autour du Sénégal et
de ceux qui ont émigré en Europe ou en Amérique du Nord viennent chaque année participer au Magal dans une ville qui s'appelle Touba, qui est la deuxième du pays, qui a à peu près pour l'agglomération 750 000 habitants en dehors du Magal. Vous voyez qu'on passe de 750 000 à 5 millions. Les cérémonies, ça consiste principalement à aller à la mosquée, à visiter les mausolées du Cher et de ses enfants successifs pour se recueillir, voir le marabout qui est le guide spirituel des Mourides. Les Mourides, c'est la communauté qui suit l'enseignement du Cher. Et puis, c'est l'occasion que toute la famille se retrouve des différents endroits où ils sont pour être ensemble à un moment. Et puis, on va au marché parce qu'il y a un grand marché pas cher. Et puis, on fait la fête aussi parce qu'on est en Afrique. Voilà la mosquée. Elle n'est pas aussi grande que celle de la Mecque, mais c'est quand même la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Elle est assez belle, assez colorée. Touba, c'est le point rouge en haut, 200 km de Dakar. Et vous avez un petit point rouge en bas, c'est des villages de Ndiop et de Dielmo, on en reparlera après. Alors, comment est-ce qu'on va au Magal ? On va, à part la diaspora qui est partie en Europe et aux États-Unis, on va par la route principalement et je dirais par tout ce qui roule. Et puis une fois arrivé à la ville, on ne peut plus rouler parce qu'il y a trop de monde, donc on se déplace avec des charrettes, avec un mulet ou enfin un équidé de statut incertain qui tire la charrette. Voilà. Et après, quand on veut aller à la mosquée, il n'y a plus la place pour les équidés en question et les charrettes, il y a trop de monde, donc on va à pied. L'hébergement, c'est pas comme à la Mecque, c'est pas à l'hôtel, c'est pas dans des camps de toile, c'est dans les maisons des familles qui pour l'occasion sont ouvertes à tous. Donc je vous le dis, si vous voulez aller à Touba dans les familles, vous frappez à la porte et vous dites voilà, j'ai besoin de dormir et on vous trouvera une place. Sinon, si vous avez un marabout, vous pouvez aller dans la maison du marabout, mais il faut le connaître. Alors évidemment, c'est un peu le bordel. Il y a une augmentation très importante du trafic routier, et pour ceux qui connaissent les routes du Sénégal, ça devient très compliqué. Il y a évidemment une surpopulation à Touba et dans les environs pendant le Magal. Comme pour le Hadj, il faut faire un sacrifice animal et puis il faut bien nourrir les gens, donc on va faire un abattage massif de bétail. Ça va intéresser notre ami vétérinaire. Et puis évidemment, les médecins sont débordés. Donc quelques images pour illustrer, puis parce qu'on est vendredi. Donc voilà les transports en commun pour aller au Magal. Ça c'est un peu plus luxueux déjà. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas trop de sous. Il y a les camionneurs qui louent le camion pour faire le trajet, donc on monte dans la benne, et puis Inch'Allah. Voilà, après ça c'est la ville, c'est aller vers la mosquée, donc on va à pied, comme ça. Là, on est dans l'enceinte de la mosquée. C'est ouvert, c'est régulé. Il y a des services d'ordre qui fait en sorte que tout le monde ne rentre pas en même temps. Et tout le monde a le droit d'y rentrer. Même moi, j'ai le droit aussi. Je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur de la mosquée parce que je ne suis pas musulman. Mais on peut rentrer dans l'enceinte et on peut se promener autour et rester avec les gens si on a envie. Ça, c'est l'entrée des femmes. C'est beaucoup plus coloré que l'entrée des hommes. Et puis ça, c'est après, quand on a fini de faire ce qu'on a à faire à la mosquée, on repart vers la maison où on va dormir avec la foule. Voilà. Ça, c'est les animaux qui attendent d'être sacrifiés. Ils ne le savent pas en pratique, on ne leur a pas dit. Et puis voilà, ça c'est la manière dont on fait l'équarrissage sur place, dans la rue, devant les maisons. Les gens qui font ça, ce ne sont pas des professionnels, c'est des gens de la famille qui savent faire plus ou moins. Et puis quand on a fini de récupérer tout ce qui peut se manger, le reste, on fait un trou devant la maison, on met la carcasse dedans et on rebouche. Voilà, ça c'est la glace qu'on va chercher, c'est servi à la pelle dans des sacs en plastique. Alors on a commencé à travailler un petit peu sur les Magals il n'y a pas très longtemps. On a fait une première étude avec les autorités de santé publique locales qui a permis de voir un petit peu l'offre de soins. Vous voyez que c'est assez dérisoire, 78 médecins pour s'occuper des 5 millions de pèlerins, 480 lits, et puis essentiellement des structures de santé, des dispensaires, des trucs, des cases de santé, des choses assez basiques, avec au mieux des infirmiers ou sages-femmes et la plupart du temps des agents communautaires
avec une formation assez limitée. Il existe un registre qui permet de voir un petit peu le type de pathologie. On s'est intéressé au diagnostic, au taux d'hospitalisation et à la mortalité. Bon, pas trop d'hospitalisation, mais c'est aussi le reflet de l'offre de soins. Une mortalité très faible. Les premières causes de consultation, c'est de la traumato ou des choses assez peu spécifiques, fatigue, coup de chaleur. Vous voyez que la proportion des malades qui ont eu droit à un bilan biologique, c'est 6%. C'est loin de l'IHU où on doit être à 300%, je crois. Et puis 2,5% ont bénéficié de radiologie, ce qui n'est pas terrible. À côté de ça, est-ce qu'il y a des maladies infectieuses? C'est difficile à dire sur du syndromique, mais bon, il y a des gastroentérites, des diarrhées, des symptômes respiratoires qui sont peut-être infectieux, du palu parce qu'il y a le test rapide, et des fièvres, ce qu'on appelle les palus probables. C'est les fièvres avec, quand on n'a pas de test ou quand le test est négatif, c'est quand même un palu. Bon. Voilà. Donc ça, on va aller assez rapidement. C'est la même étude faite l'année d'après, mais en s'intéressant aux aspects démographiques, parce qu'on ne les a fait pas dans l'étude précédente, et en se concentrant plutôt que sur les diagnostics qui sont assez peu fiables, on s'est concentré sur les symptômes qui ont plus de chances d'être justes et sur les traitements. Donc vous voyez qu'ils sont jeunes. Rappelez-vous la moyenne d'âge des pèlerins du Hadj, ici c'est 26 ans, avec 31% d'enfants de moins de 15 ans. Voilà, c'est ce ratio à peu près équilibré. Et là, vous voyez, j'ai comparé la pyramide des patients du Magal à celle du Sénégal. Bah, c'est grosso modo pareil, peut-être un petit peu plus de personnes âgées, mais enfin, c'est pas flagrant. Donc la fièvre, 17% des consultants avaient de la fièvre, 22% des symptômes gastro-intestinaux, 17% des problèmes respiratoires. Si on regarde un peu le détail des symptômes gastro-intestinaux et respiratoires, eh bien, ce sont essentiellement des symptômes de gastro-entérite et des symptômes d'infection des voies respiratoires supérieures, finalement, comme au pèlerinage de la Mecque. Si on regarde les traitements utilisés, antibiothérapie 30%, principalement des pénis, le reste est plus anecdotique. Les antiparasitaires intestinaux, 11%, et les antipalus, 3%, qui donne un peu une idée des suspicions diagnostiques, on va dire, parce qu'en dehors du test rapide, ben, il n'y a pas de biologie. Donc palu, je vous l'ai dit, 3%. Hospitalisation, très peu, 1,5. Mortalité cette année, 1 mort seulement, en tout cas dans les hôpitaux de la région, il y en a d'autres sur la route. Voilà, une petite étude qu'on a faite sur les villages dont je vous ai parlé. Je suis un peu en retard, je vais essayer de finir vite. Donc on a inclus sur le même principe que le Hadj, mais dans des villages du sud du Sénégal, des pèlerins qui allaient à Touba, dans le nord du pays. On les a questionnés avant, après, on les a écouvillonnés. Donc voilà le contexte dans lequel ça se passe. L'agent de santé du village qui prélève les futurs pèlerins, les pèlerins qui se prélèvent tout seuls quand ils préfèrent. Donc là encore des pèlerins très jeunes, vous voyez que l'âge médian est de 20 ans, c'est pas du tout la même image. Très peu de pathologies chroniques, moins de 1% de diabète, peu d'hypertension, peu de pathologie finalement, et une durée de séjour un petit peu plus courte. Voyage en bus, utilisation des mesures de prévention, pas terrible, vacciné contre la grippe, 1 sur 100. Utilisation des masques souvent, vous voyez, 3%. Après, l'hygiène des mains, oui, pas mal. Le gel désinfectant, bien accepté, 64%. Les mouchoirs, relativement aussi. Les symptômes, eh bien, on a du respiratoire, ça ressemble un peu au Hadj, 40% de symptômes respiratoires, avec une multiplication par 5 entre l'état avant de partir et l'état pendant et au retour. Et puis des symptômes digestifs également, avec là aussi une augmentation de la prévalence entre le départ et le retour. On a fait, comme d'habitude, comme ce qu'on faisait au Hadj, on a regardé les pathogènes. On a une acquisition qui est moins importante, mais qui est néanmoins présente, de rhinovirus, de corona, de staph, d'hémophilus. Et puis,
Pour les pathogènes intestinaux, c'est essentiellement des Escherichia coli. Ça, c'est une étude, j'ai 3 minutes, qu'on a fait dans un centre de santé, une petite étude, avec des patients qui présentaient principalement de la fièvre ou de la toux ou de la diarrhée. Ce n'est pas la cohorte des pèlerins des villages, ce sont des patients d'un dispensaire, enfin d'un petit hôpital. Et si on regarde le portage de pathogènes, eh bien, on voit qu'on a un portage significatif des pathogènes que j'ai cerclés en rouge. Les bleus, ce sont les patients malades, et les barres rouges, ce sont les témoins des villages, parce que rechercher des pathogènes par multiplex, c'est bien, mais s'il y en a autant chez les gens pas malades, ça ne sert pas à grand-chose. Donc si on compare en bleu les malades avec en rouge les témoins, c'est-à-dire le portage basal, on va dire, on se rend compte que les malades ont significativement plus de grippe, plus de pneumocoque et d'hémophilus, et plus de Moraxella catarrhalis, qui sont donc présumés responsables des symptômes, alors que les autres pathogènes, non. En particulier le rhinovirus, il n'y en a pas plus chez les malades que chez les porteurs sains. Pour les diarrhées, on est emmerdé, c'est le cas de le dire, parce que si on fait un multiplex sur les diarrhées et sur les gens qui n'ont pas de diarrhée, qui ne sont pas malades, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc il faudrait peut-être se poser la question, quand on le fait ici, de savoir si c'est pertinent de conclure un diagnostic parce qu'on met en évidence un pathogène par PCR chez des gens qui ont la diarrhée, alors qu'il est probable qu'on le retrouverait aussi chez les gens qui n'ont pas de diarrhée, si on faisait des témoins. Voilà, si on regarde les gens qui ont la fièvre, qu'est-ce qu'on trouve? Du palu, 19%, de la dengue, 27%, et puis un cas de Borrelia. Voilà, la dengue, c'est pas étonnant parce qu'il y avait une épidémie au Magal en 2018. Voilà, le prochain c'est en octobre. Il n'y en a pas beaucoup qui vont revenir à Marseille, mais moi je serai là-bas en tout cas. Et puis pour conclure, ça va, il est moins 10. Pour conclure, une petite comparaison entre le Magal et puis le Hadj. Vous voyez, Magal 4-5 millions, le Hadj 2-3 millions. La durée, c'est à peu près du même ordre. Le taux d'attaque de tout, 30% d'un côté et 80% de l'autre. Donc, il vaut mieux aller au Magal qu'au Hadj, si on veut être moins malade. Les diarrhées, c'est pareil. Le palu est endémique au Sénégal, il est quasi éliminé en Arabie Saoudite, et en tout cas, il n'y en a pas à la Mecque. La dengue, il y en a à Touba, il y en a eu en tout cas en 2018. Il n'y en a pas, ou presque pas, en Arabie Saoudite, mais ils ont le vecteur. Les recommandations de prévention avant de partir pour le Sénégal, ça n'existe pas. Pour la Mecque, oui, bien sûr. Chaque année, c'est publié, il y a des recours officiels, des vaccins recommandés, des vaccins obligatoires. L'offre de soins pour le Sénégal, 7 hôpitaux. À la Mecque et autour, 25 hôpitaux. Le nombre de lits, 481 au Magal, 5000 à la Mecque. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes pays. Et puis, j'ai regardé ce matin le nombre de papiers dans PubMed publiés sur le Magal. Il y en a 5. Il y en a 4 de l'IHU. Et pour le Hadj, il y en a 627. Et il y en a 64 de l'IHU. Voilà, j'ai fini.